Bonjour tout le monde, on s'investit. 27 septembre, une journée extrêmement positive. Vous savez, les rumeurs, hein? Une rumeur. On marche que sur des rumeurs par les temps qui courent. Sauve la Grèce une journée, le lendemain dans le trouble. On sauve la Grèce une journée, le lendemain dans le trouble. Alors, la réalité, c'est que c'est plus jeudi qu'on le saura quand les gens du FMI, la Banque centrale européenne, en fait, pardon, la fameuse Troïka, doit entrer en Grèce pour aller vérifier les comptes du gouvernement grec. C'est là qu'on va le savoir véritablement. Mais pour l'heure, on se fie strictement aux différentes rumeurs ou au dire du ministre des Finances de la Grèce qui dit on va passer au travers, mais tout le monde est en train de dire que de toute façon, dans le marché, on a déjà escompté le fait qu'ils vont faire faillite. Que voulez-vous? Alors, on va en parler pendant au moins quelques minutes ce midi. Nous avons Sandro Natale de la compagnie Superclick, qui est une entreprise qui est sur le Nasdaq, mais sur les pink sheets. Nous aurons également Carl Simard, président de Médici, qui sera avec nous. Richard Morin, qui est gestionnaire de portefeuille, chef de l'exploitation chez Landry Morin. On va parler de la psychologie de l'investisseur. Puis Michel Marcoux, qui est avec nous, comme à chaque mardi. Bonjour, Michel. Bonjour, François. Ça va bien? Oui, ça va très bien, mais c'est dur pour les nerfs, là, par les temps qui courent, en fait, de voir les marchés, là. En fait, les marchés boursiers n'ont jamais été pour... C'est vraiment monsieur et madame tout le monde, il ne faut pas oublier ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont aventurés depuis quelques années. Il faut dire que si on regarde les placements qu'on peut avoir dans notre compte bancaire ou les CPG que nos institutions financières ont fait, bien évidemment, c'est pas toujours intéressant. Ce qui fait que les gens ont peut-être été dans des marchés qui ne devraient pas aller. C'est sûr que la semaine passée, si on peut regarder dans le premier tableau, avec une baisse de moins 6,53, évidemment, c'est une baisse assez incroyable. Moi, je me souviens d'avoir travaillé sur le parquet de la bourse il y a peut-être 25 ans, puis d'une semaine, ça bougeait de 1 c'était une semaine incroyable. Et là, évidemment, 3, 4, 5, 6 c'est finalement presque des semaines normales. Puis on a vu hier le marché qui a remonté de façon incroyable. Puis aujourd'hui, il était à hausse 2,5, 3. Il y a quelques petites secondes. Alors évidemment, ça ne se ressemble pas. Alors il faut être présent ou totalement absent. Alors, depuis... T'es encourageant, Michel. Oui, mais en fait, je pense que ou bien on est là et on croit au marché, ou bien, comme actuellement, je regarde, moi, dans mon quotidien, depuis hier, en fait, il y a eu plus de gens quand même qui ont appelé pour dire c'est peut-être le temps de faire ma contribution REER, qui habituellement font le 28 février, qui aurait dû faire en 2012. Donc, je pense que c'est quand même les gens qui ont le courage de faire ça. Puis les autres gens, de sortir du marché alors que le marché est 20 en bas de ce qui a été à peine quelques mois, il est peut-être un petit peu trop tard. Alors, je pense qu'il faut... la patience, c'est une grande vertu. Alors, le S&P TSX est en baisse de 6,53 depuis un an, c'est moins 5,28 de baisse. Hein? Oui, c'est marqué moins 14, là. Non, ça, c'est depuis le début de l'année. Ah, OK. Et puis, en 2011, depuis un an, c'est moins 5,28. Je m'excuse. Okay. Le Dow Jones, 6,41 à la baisse. Depuis le début de l'année, c'est moins 5,16. Négatif. Le S&P 500, moins 6,53, moins 8,30 à la baisse depuis le début de l'année. Nasdaq, moins 5,30 et moins 6,39 depuis le début de l'année. Et notre Shanghai, celui qui a moins baissé la semaine passée, moins 1,83 pour moins 14,78 depuis le début de l'année. Mais c'est assez extraordinaire de voir que Toronto sous-performe autant que le Shanghai Composite, alors qu'au début de l'année, c'était lui qui avait la meilleure performance. Oui. Mais sur un an, on est encore un petit peu en avance parce qu'on est à moins 5,28 depuis le début de l'année, alors que le Shanghai est à moins 7,65. Okay. Alors, mais ce n'est pas des bons résultats quand même dans les deux cas. Si on regarde par catégorie, les fonds d'action canadiennes, moins 6,2. Évidemment, ça n'a pas été une bonne semaine. Ça suit notre indice. Fonds d'obligation, 1 de hausse la semaine passée. C'est énorme. C'est quand même les gens qui ne font pas beaucoup d'argent dans les obligations. En tout cas, dans les fonds d'obligation, il y a des fonds qui font très bien. Fonds d'action américaine, moins 3,6. Fonds d'action international, moins 3,5. Fonds petite capitalisation, une bonne dégelée, moins 7,3. Alors, ceux qui ont des fonds de petite capitalisation qui rééquilibrent leur portefeuille, c'est peut-être le temps de regarder ça puis en rajouter un petit peu. Fonds d'action canadienne revenu, moins 3,9. Fonds de ressources, moins 11,7.
Fonds de métaux précieux, moins 11,4. Y a-t-il quelqu'un qui va se faire couper les cheveux au mois de Ah février? là, écoutez, on ne sait pas. On en parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. 300 piastres. Il reste, oui. Alors, non, l'or, la semaine passée, en fait, fermé, ce matin, il était à 1653. Puis, si on prend depuis un mois, il a baissé de 12,4 Il était à 1889 il y a exactement 4 semaines. Alors, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Mais M. Sprott réussit quand même à tirer son épingle du jeu, malgré tout. Oui, M. Sprott, dans le dernier mois, le meilleur fonds, ça a été 14,84 pour le Sprott lingot d'or. 3 mois, c'est le Mackenzie lingot d'or, 18,15. Et puis, sur les 6 derniers mois, Sprott lingot d'or, plus 28,78. Alors, évidemment, c'est quand même des bons rendements. Moins bons. Dans les moins bons, évidemment, il y a Clarington, Industrial Alliance, qui a un fonds Clarington canadien balancé avec moins 34,07. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Il est débalancé. Oui, en fait, je comprends mal. J'ai vérifié. Les chiffres sont bons. Enfin, faites attention. Oui. Sur 3 mois, un des fonds les moins intéressants, c'est le Dynamic Contrarian. Ça fait 2-3 semaines qu'il est là. Moins 24,69. Et le Enso Global, qui est un petit fonds. Toronto, moins 41, alors pas connu vraiment, mais à oublier. Oui. Si on regarde, conseil de la semaine, moi, je dis toujours que l'important, c'est pas le rendement de votre portefeuille, mais la qualité de votre sommeil. Alors, les gens qui se posent des questions, puis il y en a toujours, il y en a qui dorment pas bien, c'est peut-être parce que vous n'avez pas le portefeuille qui vous convient. Peut-être que les placements boursiers ne vous conviennent pas non plus. Alors, tout le monde voudrait faire de l'argent, mais personne ne voudrait en perdre. Alors, où vous situez, je pense que dans des périodes comme ça, c'est le temps de faire peut-être une petite réflexion sur qu'est-ce qui vous convient. Peut-être parler à votre conseiller financier, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui, le marché boursier, ne sont pas faits pour ça, tout simplement. Il y a d'autres véhicules qui existent. Il y a d'autres véhicules. Il y a vous savez, on prend les revenus fixes, par exemple, même si les taux d'intérêt étaient bas, si on regarde depuis quelques années, il y a eu des rendements quand même intéressants, et plus intéressants dans les 5 dernières années, même les 10 dernières années, que si on regarde nos indices des principales bourses. Alors, peut-être à regarder. On est actuellement à 22,6 du sommet du 20 mai 2008. Alors, c'est quand même assez énorme comme... Pour le TSX, ça? Oui. OK. Qui était à 11 707 à la fermeture hier, puis qui avait atteint 15 128 le 20 mai 2008. Alors, c'est quand même une baisse assez importante. Mais c'est pas la première fois qu'on est sur des longues périodes comme ça, avec des baisses importantes. Alors, c'est pas une première, mais quand ça nous arrive, pour beaucoup de gens, c'est quand même une période de nervosité importante. De nouvelles intéressantes que j'ai trouvées ce matin, de mai 2008 à mai 2011, il y a 29 milliards de dollars qui sont sortis des fonds d'actions pour aller vers des fonds moins volatiles, des fonds de revenus, des fonds de revenus fixes, des fonds d'obligations. Alors, c'est quand même beaucoup de sous. Alors, il y a quand même beaucoup de gens qui avaient peut-être des portefeuilles. Vous savez, on a connu quand même des bonnes années avant les années 2000. Puis il y a peut-être des gens qui se sont rendus compte à un moment donné que c'était peut-être pas pour eux, alors qu'ils ont réduit la volatilité de leur portefeuille, qui est finalement une bonne nouvelle, parce que si on regarde les marchés, ils en ont profité un petit peu quand même. Pour ceux qui s'intéressent à un nouveau FNB, on en lance à tous les jours, là, à peu près, pour participer au S&P TSX de croissance, qui s'appelle le XVX. C'est un fonds c'est un FNB qui permet de participer à la micro-capitalisation des secteurs mines, métaux, actions pétrolières. Alors, c'est des entreprises qui ont qui s'élèvent à peu près à 145 millions d'actifs sous gestion. Évidemment, la courbe n'est pas très intéressante. C'était pas le très bon moment pour le lancer. C'était peut-être pas très bon moment ça le 21 septembre. Là. Mais je pense que quand même, ça pourrait être un fonds qui va sûrement intéresser du monde. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Fonds de la semaine, Dynamique Fonds Petite Entreprise. Pourquoi je parle de ce fonds-là? D'abord pour son gestionnaire, M. Oscar Belèche, qui est là depuis 2002, mais qui était chez Goodman avant ça. Très connu. C'est un gestionnaire. Ce que ce fonds-là a assez d'intéressant, si vous remarquez, il est à peu près de premier quartile le dernier mois jusqu'à 10 ans. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est un des fonds les moins à risque de tous les fonds de petite capitalisation qu'on a au Canada. Alors, vous profitez de la croissance du marché sans avoir absorbé le risque qui va avec, parce qu'on sait que la petite capitalisation, quand même, c'est plus volatile que notre indice, par exemple, de la Bourse de Toronto. C'est un fonds qui a été créé en avril 1997.
Pas beaucoup d'actifs, à peine 480 millions. Alors, c'est pas quand même un gros fonds. Sauf que dans la petite capitalisation, c'est quand même plus difficile d'investir des sous pour un gestionnaire que quand on parle de grande capitalisation. Le fonds, évidemment, l'actif avec des résultats comme ça a augmenté de 25 dans la dernière année, ce qui est quand même énorme. Le frais de gestion, 2,68, qui est légèrement plus élevé que la médiane des fonds de petite capitalisation qui est à 2,64. Pour beaucoup de gens, ils vont dire que c'est très élevé, 2,68. Oui, c'est vrai, c'est un des fonds assez élevés. Par contre, si on regarde les résultats, net dans vos poches, il vous reste quand même beaucoup plus d'argent qu'en général, les autres gestionnaires ont fait. Puis si on regarde sur une période de 10 ans, ce fonds-là produit un rendement de 14,3 pour 8,9, malgré des frais de gestion plus élevés que la médiane. Alors moi, je dis toujours, c'est sûr qu'on voudrait payer le moins cher possible, mais c'est comme les bons joueurs de hockey. Ceux qui comptent beaucoup de buts, on est prêt à leur donner des plus gros salaires parce qu'ils rapportent plus. C'est la même chose avec des gestionnaires comme ça. Si on regarde l'actif sous gestion, la répartition est à plus que 63,7 en action canadienne, 33 le mois dernier en liquidité. Donc, c'est quand même un gestionnaire qui est assez prudent. Puis, historiquement, c'est un gestionnaire qui a toujours gardé beaucoup d'encaisses. Probablement, c'est ce qui explique la faible volatilité de son portefeuille. Et c'est un gestionnaire valeur. Alors, c'est clair qu'actuellement, il y a de la liquidité, mais il doit magasiner beaucoup parce qu'il doit profiter des titres qui se vendent avec des ratios très faibles. Et c'est un gestionnaire que quand on arrive, pas nécessairement dans un haut de marché, mais que dès que son action a atteint le prix qu'il pense que ça vaut, il n'essaiera pas d'aller chercher plus d'argent, de prendre plus de risques. Il va liquider ses positions, il va garder sa liquidité. Alors, c'est un gestionnaire très prudent. C'est un gestionnaire pour ceux qui veulent profiter de la petite capitalisation, mais sans s'exposer à trop de risques. C'est peut-être le fonds le plus intéressant dans cette catégorie. Alors, comme on dit souvent dans notre jargon à nous, là, il n'essaye pas de challenger le marché chaque jour. Non, puis vous allez en avoir pour votre argent, même si les frais de gestion sont assez élevés. Alors, regardez ça, assez intéressant. Il nous reste une minute. Peut-être répondre à une question. Oui, bien en fait, c'est une dame, Mme Jacob, qui demandait si c'était mieux acheter des fonds d'obligations ou acheter des obligations, qui est l'éternelle question. Je parlais à un gestionnaire ce matin, Guy Libard, qui gère que des obligations, qui me disait que les gens, le problème, c'est qu'ils ne savent pas habituellement quand ils achètent des obligations, leur commission qu'ils payent. C'est très difficile d'avoir cette information-là. Évidemment, le gestionnaire professionnel l'a. Juste, si vous payez plus que 1,5 de frais de gestion pour les obligations, il dit que c'est trop cher. Règle générale, vous ne rentrez pas dans votre argent. En bas de ça, à cause des frais qui sont moins élevés, beaucoup de gestionnaires vont rentabiliser. L'autre chose qu'il me disait, c'est que la plupart des gens qui achètent des obligations vont regarder jusqu'à échéance. Le fait qu'eux font une gestion active, selon lui, devrait rapporter à peu près 0,5% de plus que monsieur et madame tout le monde qui garde ses obligations jusqu'à la fin. Bien, bon conseil. Merci beaucoup encore une fois. Bonne semaine. Restez des nôtres. On va parler de psychologie de l'investisseur dans quelques instants avec Richard Morin.